Avez-vous un mot pour conclure? Un mot pour conclure. Eh bien, je vais avoir comment dirais-je, une petite, un petit sujet un peu léger pour changer un petit peu de tous ces sujets rébarbatifs, les questions économiques, sociales, internationales. Enfin, c'est très intéressant, c'est passionnant, mais parfois c'est un petit peu attristant et déprimant. Je voudrais faire un autre éclairage sur l'histoire encore. Et c'est ce qui vient de se passer à Paris, dans une vente aux enchères chez Sotheby, qui est une propriété de Bernard Arnault d'ailleurs. Et chez Sotheby à Paris, il y a eu un record absolu qui a été battu. Un objet a été vendu 16,2 millions d'euros. 16,2 millions d'euros. Il n'y avait jamais eu à Paris, chez Sotheby Paris, un objet lors d'une vente aux enchères qui avait atteint un tel montant. Et de quel objet s'agit-il? Il s'agit d'un vase, d'un petit vase qui est grand comme ça, qui est un vase de la dynastie chinois, fait sous la dynastie et les Mandchous et sous l'empereur Qianlong. Ça s'écrit Qianlong, hein, ça se prononce Qianlong. Et c'est un jeune acheteur chinois qui était présent dans la salle qui a enchéri. Alors, qu'est-ce que l'on peut retirer de cette histoire? Il y a l'histoire qu'on retire les magazines français. C'est une histoire un peu de conte de fées. C'est une famille dont les grands-parents ou les arrière-grands-parents avaient acheté dans une brocante cette vieillerie chinoise. Et puis, il y avait ce vase qui ne leur plaisait pas. Ils avaient mis ça au grenier pendant des années parce qu'ils trouvaient ça moche. Et puis, un jour, ils se sont dit, tiens, on va donner ça. On va essayer de le vendre aux enchères. Et puis, la maison Sotheby leur avait dit, écoutez, c'est un truc absolument rarissime parce que il y a le monogramme impérial, il y a que 4 vases qui sont connus comme ça au monde. Donc vous détenez un trésor, on va le vendre. Et ils avaient estimé le produit de la vente à entre 500 et 700 000 euros. Ça a fait 16,2 millions d'euros. Donc le premier point, c'est un conte de fées. Le deuxième point, c'est qu'il y a des Chinois, et même des jeunes Chinois, qui sont capables de dépenser 16,2 millions d'euros pour acheter une porcelaine qui est haute comme ça, dont vous voyez la photo à côté de moi. C'est quand même... on a l'impression que, avec la mondialisation, c'est pas une impression d'ailleurs, c'est une certitude, dans tous les pays du monde, et en particulier dans les pays occidentaux et en Chine, on a à l'apparition d'une infime catégorie de la population qui représente 0,001% de la population, mais qui a des moyens quasiment sans limite. Pour pouvoir dépenser 16,2 millions d'euros pour acheter un vase comme ça, c'est beaucoup plus cher qu'un Rembrandt ou qu'un même les plus grands peintres, certains des plus grands peintres connus. Je ne vous dis même pas combien ça représente de superbes appartements à New York ou à Paris. Et ça veut dire qu'il y a quand même des gens qui ont énormément d'argent. C'est un deuxième point. Et c'est assez malsain d'avoir ces différences qui apparaissent. Et puis, il y a quand même un troisième point, c'est le poids de l'histoire. Parce que s'il y a un Chinois qui est capable de dépenser cet argent pour récupérer cet objet qui était en Occident, c'est quand même d'une certaine façon les Chinois qui se réapproprient leur passé, notamment leur passé impérial du temps de la dynastie Mandchoue, et qui reprennent ce que l'Occident leur a volé. Il est très probable que ce vase, c'est pas une certitude, je ne l'ai pas vu, mais tel que je connais la Chine, il est très probable que ce vase a été volé lors de l'expédition dont je parlais tout à l'heure, française, franco-britannique en 1860, pour aller punir la Chine, et c'est là où on a tiré dans le tas, notamment l'opération de Palikao, le sac du palais d'été, et à cette occasion, les Anglais et les Français ont en fait une razzia, un pillage des richesses, notamment du palais d'été. L'empereur Qianlong, à ce propos d'ailleurs, je voudrais peut-être faire une petite remarque, vivait à la fin du XVIIIe siècle, donc aux alentours de 1785, et il a reçu l'ambassade d'un ambassadeur britannique qui s'appelait McCartney. C'est pas un Beatle, mais c'était Lord McCartney, et qui avait été mandaté par le gouvernement de Londres pour aller voir l'empereur de Chine, le Tianzi, comme on dit, c'est-à-dire le fils du ciel, l'empereur, pour essayer d'obtenir ce que Trump essaye d'obtenir en ce moment avec le Canada et l'Union européenne et le Japon, et la Chine, c'est-à-dire un rééquilibrage des échanges commerciaux. À l'époque, il n'y avait pas d'OMC. À l'époque, les échanges se faisaient pas, c'était pas des monnaies virtuelles, c'était de l'argent ou de l'or sonnant et trébuchant.
Et les Anglais en avaient assez d'avoir un déficit commercial très important vis-à-vis de la Chine, les Britanniques achetaient à la Chine du thé, des porcelaines justement, des soieries, des meubles que l'on envoyait depuis l'Occident pour aller être laqués puis être rapatriés en France par exemple, ou au Royaume-Uni ou en Autriche. Et puis en échange, les Anglais ne vendaient pas grand-chose. Et donc les Britanniques avaient envoyé, sous George III, un ambassadeur, Lord Macartney, qui était allé voir l'empereur de Xianlong pour lui dire « Écoutez, il faut que vous nous achetiez davantage. » Voilà. Alors il y avait une anecdote qui est assez célèbre, c'est qu'arrivant devant l'empereur de Chine, les Chinois avaient exigé qu'il fasse le kowtow, c'est-à-dire normalement se mettre à quatre pattes devant le Tianzi, devant le fils du ciel. Et puis évidemment, Lord Macartney ne le voyait pas de cette oreille, et donc il avait refusé de se prosterner. Donc l'affaire s'était très, très mal engagée. Puis de toute façon, l'empereur de Chine avait dit que c'était normal que les Anglais achètent plus à la Chine que l'inverse, parce que la Chine était le plus grand pays du monde, qu'ils envoyaient qui faisaient beaucoup de choses, alors que l'Angleterre n'avait pas grand-chose à leur proposer.